peut pas y échapper, surtout les fétichistes de crampons. Tous les footballeurs dans cette Coupe du Monde 2026 ont les crampons roses. Peu importe le match qu'on regarde, c'est la seule couleur qu'on voit. Et c'est pas parce qu'une marque a fourni un modèle identique à tout le monde, c'est parce que la marque Nike, Adidas, New Balance, Puma et même Skechers ont prévu le rose clair pour leurs crampons 2026. Donc vous vous dites sûrement que toutes les marques se sont mis d'accord pour tous avoir la même couleur. Et bah si vous êtes dit ça sans condescendance, vous avez rien compris à l'objectif des marques. Parce que leur but c'est de faire complètement l'inverse. Nike veut se différencier de toutes les autres marques pour attirer l'attention des dizaines de millions de spectateurs qui regardent le match, pour qu'après ils aillent acheter les mêmes crampons pour leur five de dimanche. Donc quel aurait été l'intérêt de faire la même couleur que les autres? Là ils se différencient plus. Dans une Coupe du Monde, une paire de crampons c'est pas seulement une paire de crampons, c'est une publicité ambulante regardée par plus de 6 milliards de personnes. À chaque frappe, à chaque ralenti, à chaque sprint, ces marques se battent pour une seule chose, que notre œil tombe dessus avant tous les autres. Donc pour cette Coupe du Monde 2026 qui se passe seulement tous les 4 ans, ces marques pensaient avoir trouvé l'arme parfaite, utiliser le rose clair. Toutes ces marques savaient que ça marchait, comme pour la Coupe du Monde 2022 où Mbappé avait fait exploser Mercurial, comme en 98 quand Zinedine Zidane avait fait exploser les Predators d'Adidas en soulevant la World Cup avec ses crampons. Donc dans cette vidéo on va comprendre comment on en est arrivé à une telle situation. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du sport que toutes les plus grosses marques de crampons aient la même couleur. Et on va aussi se demander comment cette couleur rose extravagante est-elle devenue la norme. Et vous allez vite comprendre que peut-être la meilleure façon de se démarquer aujourd'hui, c'est le noir. C'est un petit conseil pour les marketeurs de Nike ou Adidas. Si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à passer en DM, je vous ferai un petit consulting avec un tarot d'amis. Si je vous dis ça, c'est parce que le noir ça a été la couleur qui a longtemps dominé l'histoire du foot. Les tout premiers crampons qui ont apparu, comme vous doutez, ils étaient pas roses, ils étaient noirs. La matière des crampons à la fin du 19e siècle était en cuir de vache. Mais ce qui était marrant, c'est que ces chaussures de foot, c'était pas seulement pour jouer au foot. Les gens, ils allaient carrément boire des verres avec, ils les portaient toute la journée parfois. C'était des chaussures normales. Évidemment, à cette époque, c'était pas des vrais crampons. Les vraies chaussures modernes du football sont apparues en 1920 en Allemagne. Et les créateurs s'appellent Rudolf et Adolf. Je parle pas du petit moustachu, je parle évidemment des deux frères qui ont créé Adidas et Puma. Et avant de s'embrouiller, pour ceux qui connaissent l'histoire, avant ça, ils s'entendaient bien. Ils font partie des tout premiers à avoir créé des crampons en acier pour que les crampons adhèrent mieux au gazon. Pour ceux qui ont déjà joué au foot, au rugby, vous savez la différence qu'on a entre des crampons en plastique et des crampons en fer. Donc c'était une sacrée révolution ces crampons en fer. Même si les adversaires qu'on n'avaient pas au début devaient douiller. Et le Adolf, quand il a fondé Adidas, il a créé une bête d'invention. C'était le cerveau de la fratrie. Il avait créé des crampons interchangeables. C'est-à-dire que tu pouvais modifier le type de crampon en fonction de l'état du terrain. S'il pleuvait, t'en mettais des plus gros. Et si la terre était dure, ça servait à rien. Donc tu pouvais en mettre des plus petits. Et vu que les Dassler, ils étaient allemands, c'est la sélection allemande qui a bénéficié de ce prototype avant tout le monde. Pour le mondial 1954, c'était la seule sélection à avoir ce type de crampon. Et comme par hasard, ils l'ont gagné ce mondial. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ils l'ont pas gagné n'importe comment. Ils l'ont gagné face à la Hongrie en finale où ils avaient quand même perdu 8-3 en phase de poule. Sauf que pour cette finale, la météo était complètement différente parce qu'elle s'était jouée sous la pluie. Donc il y avait de la gadoue partout. Pour ceux qui font un sport à l'extérieur, vous savez à quel point c'est impraticable ce type de terrain. Le ballon est ralenti, tu te tôles tout le temps la gueule. Donc si la Hongrie avait pas des crampons adaptés, les Allemands eux avaient juste à interchanger leurs crampons en mettant les crampons spéciaux pour la pluie. Et donc ils avaient un sacré avantage pour ce match. Dites-vous que c'est Adolf Dassler qui est rentré dans les vestiaires à la mi-temps et qui les a changés. Finalement l'Allemagne gagnera 3-2. On appelle ce match le miracle de Berne parce que les Hongrois étaient largement favoris dans ce match. Donc comme vous le voyez, ces crampons ont énormément joué. Pour avoir vu le match en tribune, ça m'étonnerait qu'ils aient gagné le match sans ces crampons. Mais il faut aussi comprendre à cette époque que le but des marques était complètement différent. Parce qu'ils cherchaient pas à mettre en avant leurs crampons. Leur objectif était d'avoir les crampons les plus performants possibles pour les joueurs. Donc c'est pour ça que c'était pas des crampons très très beaux. Donc on était bien loin des chaussures roses de 2026. La première grande opération marketing pour les crampons, ça a été en 1970. Mais avant de vous dire c'est quoi, je dois absolument vous présenter ce site. Je suppose que dans la communauté, il doit y avoir pas mal de collectionneurs de cartes de football. Il y a des grands fans de Panini. Ma vidéo sur Panini a bien plu. Donc à tous ces fans, je dois impérativement vous partager Cards. C'est un site où il y a plein de cartes physiques. On y retrouve des cartes comme Topps, Panini. On a des cartes numérotées, des cartes carrément signées par les plus grands joueurs du monde. Bref, on a des cartes de collection premium. Et le concept de cartes, il est assez simple. Il y a deux façons d'obtenir ces cartes. La première, c'est les raffles, c'est-à-dire que tu choisis la carte qui t'intéresse, comme celle de Mbappé, du Sud, Messi. Et tu peux prendre un ticket et après, il y aura un tirage au sort. Parmi tous ces tickets, le gagnant gagnera cette carte hyper premium qui vaut très cher. Par exemple, là, comme vous voyez, j'ai mis $1 pour avoir celle du Sud. Évidemment, j'ai pas beaucoup de chance. Si je veux plus de chance, j'investis plus. Et la deuxième possibilité pour avoir une carte, ce sont les packs. D'ailleurs, j'en ai ouvert un juste avant de faire cette vidéo. Et comme vous voyez, les cartes sont révélées une par une. Et c'est qu'une fois l'ouverture terminée qu'il y a plusieurs choix possibles. Soit tu gardes ta carte dans ton coffre, soit tu décides de la revendre sur une marketplace. Ou si tu la veux en physique pour ta collection, tu peux la demander aussi. C'est les trois options. Il y a aussi un système VIP avec des récompenses où tu as des événements chaque semaine et des raffles exclusifs pour les collectionneurs. Donc pour tous les collectionneurs de cartes, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez scanner via ce QR code ou via le lien en description. Ça vaut vraiment le coup. Et on revient à la vidéo. Comme je vous disais, la première opération marketing a été en 1970. 16 ans après
cette Coupe du Monde. Et c'est en découvrant cette opération marketing que vous allez comprendre à quel point cette opération 2026 est un vrai fiasco. Cette opération marketing s'est passée lors de la Coupe d'Angleterre 1970, où la plus grande star de cette époque, c'était rien d'autre que Alan Ball, qui avait remporté 4 ans avant le Mondial 66 avec l'Angleterre. Et vu que c'était le Messi, le Sud des années 70, toutes les marques voulaient s'associer à lui. Finalement, c'est pas Nike qui l'aura, ni Adidas, ni même Puma. C'est la marque Hummel, que j'avais jamais vue dans le foot. Ici, aujourd'hui, les deals entre les marques et les joueurs se concluent à des dizaines de millions d'euros. Dites-vous qu'Hummel, à cette époque, avait fait le braquage du siècle parce qu'ils avaient proposé un contrat à Alan Ball de seulement 2345 euros et 51 centimes. Ça compte aussi dans la somme. Le deal était simple. Hummel lui donne les 2000 balles. Et en échange, la star mondiale du football devait porter leurs chaussures, celles qu'il voulait, pour la coupe anglaise du Charity Shield avec Chelsea, qui était son club à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît banal, mais à cette époque, c'était tout nouveau, même si c'était pas le premier à le faire. Ici, je vous parle de cette opération marketing, c'est que ces crampons ne ressemblaient absolument pas aux autres. On était bien loin des crampons noirs. On avait seulement une chaussure entièrement blanche avec quelques détails noirs. Donc, c'était l'opposé des autres. Là, on avait Yin et Yang. Et vraiment, c'était la première fois qu'on voyait ça dans le football. Avant ça, personne n'avait osé se mouiller ou porter ses coronets sans tentant un autre truc. Parce qu'en même temps, c'est compréhensible, c'était risqué. Imaginez une chaussure qui flotte, ça pourrait jouer sur l'image de la marque, en la rendant un peu cheap. Mais le pire, c'est que Hummel, ils avaient charbonné les publicités pour les mettre en avant, leurs chaussures blanches. Et la stratégie fonctionna. Parce qu'en plus qu'Alan Ball soit la star, c'était le seul à porter ses chaussures. Et donc, contrairement au Mondial de 2026, où toutes les chaussures ont la même gueule, là, c'était le seul qui avait les chaussures blanches, donc on ne voyait que ça. Surtout qu'il y avait un vrai contraste entre le blanc et le noir. C'est pas comme si on avait des chaussures blanches et d'autres jaunes. Ça aurait été plus dur de faire la diff. Là, la diff était trop facile à voir, on voyait que ça. C'est comme si on mettait une bille blanche autour de plein de billes noires. Ici, je vous parle précisément de cette opération, c'est parce que c'était un succès. Les ventes ont explosé, ils les ont rentrés à leurs 2000 balles Hummel. Dites-vous juste qu'ils sont passés de 5000 paires vendues à 12 000. Ils ont fait plus du double en seulement une semaine. Mais ce qui est dingue aussi là-dedans, c'est l'histoire qu'avaient ces chaussures. Parce qu'il y a carrément un livre qui a été écrit sur Alan Ball, où le titre c'est Alan Ball, l'homme aux chaussures blanches. C'est comme quand on pense au cieux, on pense à sa célébration. Et bah quand on pense à Alan Ball, on pense avant tout à ses chaussures avant ses buts. Jamais aucune marque n'avait réussi à autant associer leurs produits avec un joueur. Même aujourd'hui, ça me paraît presque impossible. Parce que même les shoes de Messi, où on estime qu'il a un contrat d'1 milliard de dollars avec Adidas, sont pas autant associés à lui. Quand on pense à Messi, on pense pas à ses chaussures. Comme vous doutez, même s'ils ont fait un carton Hummel, aujourd'hui on les voit plus trop dans le monde du foot. Du coup, ils ont pas réussi à réitérer leur exploit. Parce que même s'ils ont fait la différence du côté marketing, la qualité, elle a pris un coup. On était bien loin de la qualité d'Adidas. Donc ils ont explosé les ventes, mais les gens ils se sont rendus compte qu'ils avaient des crampons claqués. Du coup, le succès était un peu à double revers. Bénéfique sur le court terme, mais pas ouf sur le long terme. Et ils étaient tellement claqués que ces crampons que même Alan Ball a refusé de les porter pendant un match. Donc Hummel, ils ont dit d'accord, pas de souci, ne porte plus mes crampons, mais on t'a quand même payé 2000 balles pour faire notre pub, donc tu vas utiliser tes crampons habituels Adidas, mais on va les repeindre en blanc et on va mettre notre marque. Donc les spectateurs pensaient qu'ils jouaient avec des crampons Hummel, et après ça, la sponsorisation de crampons a explosé, parce que c'est l'arrivée de la télé. Donc le nombre de gens qui ont regardé le foot a été exponentiel, mais tout ça c'est bien beau, ça met plus en avant les crampons. On arrive à un sacré problème, qui est encore un énorme problème aujourd'hui. J'ai l'impression que ce problème s'intensifie d'année en année et qui sera impossible à résoudre. C'est que la marque qui sponsorise une sélection nationale n'est pas tout le temps celle qui sponsorise un joueur. Par exemple, Messi est sponsorisé à vie comme Adidas, comme je vous ai dit. Son club, l'Inter Miami, est aussi sponsorisé par Adidas, et la sélection argentine où il joue est elle aussi sponsorisée par Adidas. Donc aucun problème, cool Abdul. Mais si Messi n'a pas de problème, le SU lui a un sacré problème, parce que lui, le SU, a un contrat à vie avec Nike, sauf que la sélection portugaise est sponsorisée par Puma. Alors évidemment, c'est juste un problème pour cette Coupe du Monde 2026. Maintenant, il va être à la retraite. Mais le problème, c'est que quand il retourne dans son club à Al Nassr, eux sont pas sponsorisés par Puma, ils sont sponsorisés par Adidas. Donc Nike a payé plus d'1 milliard de dollars pour avoir un contrat à vie avec le SU, pour finalement le voir jouer avec un maillot de ses concurrents. Imaginez 2 secondes le fondateur de Nike quand il voit les matchs du SU à la télé avec le gros logo Puma et le gros maillot Adidas. Alors que le gars a dépensé plus d'1 milliard de dollars juste pour avoir le SU à vie. Alors heureusement, dans la section portugaise et Al Nassr, Puma et Adidas contrôlent juste les maillots, et c'est Nike qui choisit ce que doit porter le SU. Mais malgré tout, comme vous doutez, c'est pas tout beau tout rose. On n'est pas dans le monde des bisounours, ça doit créer de sacrées tensions. Je sais pas si vous vous souvenez en 1974 avec Johan Cruyff, mais c'était chaud les marrons entre les marques. Parce que la légende néerlandaise Johan Cruyff était sous contrat avec Puma, sauf que la sélection des Pays-Bas, elle était sponsorisée par Adidas. Donc Cruyff, vu que c'était un gars loyal, il a dit à la sélection néerlandaise: moi je suis sous contrat avec Puma, je suis pas un bâtard, je vais pas porter votre maillot Adidas, je vais jouer torse-poil. Mais les Pays-Bas, ils leur ont dit: mon petit gars, t'es la légende Johan Cruyff, super, t'es super bon, tu marques des petits buts, mais si tu veux jouer pour nous, va falloir que tu portes le maillot Adidas. Parce qu'eux aussi, ils nous ont bien payé, ils nous ont bien gavés, donc s'ils voient que tu portes pas le maillot Adidas, crois-moi, ils vont boucher les vannes. Alors après ça, Johan Cruyff leur a dit une phrase célèbre que vous connaissez probablement: le maillot est à vous, mais la tête est à moi. C'était un punchliner. Donc finalement, il accepta de porter le maillot pour la sélection, avec un tout petit détail qu'il a réussi quand même à négocier grâce à son aura.
bras. Au lieu de mettre 3 bandes, il en a mis que 2. Je pense pas que même Messi puisse faire ça aujourd'hui. Malgré tout, les conflits entre équipementiers existent toujours encore. Parce que je sais pas si vous avez remarqué les photos du dessus, pour les fans du Portugal, sur toutes les photos officielles du Portugal, on voit pas la marque de ces crampons comme par hasard. Donc comme vous doutez, ça va bien énerver Nike, mais il y a pas le choix. Le SUR respecte le sponsor du Portugal, tout en respectant quand même son sponsor Nike. Et c'est pour ça que le marché des chaussures est devenu hyper précieux. Parce que le maillot appartient à la fédération, avec ses couleurs, son blason, son équipementier. Mais les chaussures, pour l'instant, les sélections ne peuvent pas y toucher. C'est que les joueurs qui choisissent. Pareil pour le calbar. Même si le SUR est payé des millions, je pense pas que le SUR porte un calbar Nike. Il doit porter que ses calbars. Mais pour comprendre la problématique de 2026, faut qu'on revienne à l'évolution esthétique de ces crampons. À cette époque, même si le blanc était une révolution, aucune marque n'avait encore utilisé une couleur extravagante comme le rose, le violet, le bleu. Et c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est juste que le matériau utilisé pouvait pas encore à cette époque. Parce qu'après le cuir de vache, on a eu le synthétique pour faire les crampons. On appelle précisément cette matière le califer. C'était tout simplement du cuir de kangourou. Il y avait pas mieux, mais il y avait un inconvénient quand même. Vu que c'était une matière qu'absorbait l'eau, on pouvait pas utiliser de couleur très claire, sans compromettre la souplesse de la chaussure. Donc même si on aurait voulu créer une chaussure rose fluo, ça aurait été pas possible. Sauf qu'une marque révolutionnaire ce matériel, c'est rien d'autre que Nike. Ou pour l'instant, on n'en avait pas parlé parce qu'ils n'étaient pas encore dans le marché du football. Nike, c'est une entreprise américaine, donc ils sponsorisaient plus la NBA, le football américain, tous les sports connus aux States, mais pas encore le football parce qu'ils connaissaient pas. Mais ils l'ont découvert pour la Coupe du Monde 1994, qui se passait pour la première fois aux States. Et pour cette Coupe du Monde, ils ont proposé les fameuses Tiempo noires. C'est la dernière Coupe du Monde où pratiquement tous les joueurs portaient des crampons noirs. À cette époque, c'était Adidas qui mangeait le marché, mais la marque américaine avait bien compris que pour exister dans ce sport, il suffisait pas de fabriquer seulement des bonnes chaussures. Fallait associer ces chaussures aux bons joueurs, aux bonnes sélections, mais surtout au bon moment. C'est pas pour rien qu'après cette Coupe du Monde, ils ont quand même signé un contrat de 200 millions de dollars sur 10 ans avec la sélection brésilienne, qui était la number one au début. Et le visage de la marque était rien d'autre que Ronaldo Nazário. Et ce contrat avec le Brésil, c'était pas seulement un accord commercial. C'était vraiment le moment où Nike a posé son drapeau dans le football. La marque venait chercher Adidas sur son propre terrain. Donc avec cette Coupe du Monde 94, ils ont vu la puissance que ça a eu. Les ventes ont explosé. Donc fallait se préparer pour la Coupe du Monde 98 qui se passait en France. Ils voulaient choquer le monde. Et pour le choquer, ils avaient un sacré avantage par rapport aux autres. Parce qu'ils avaient trouvé une nouvelle matière synthétique capable d'imiter le cuir sans conserver les défauts. C'est une technologie appelée KNG 100. Et donc la magie avec cette matière, c'est qu'elle pouvait explorer de nouvelles couleurs. Enfin, ils avaient trouvé le cheat code. Et c'est donc avec cette innovation que Nike développa des chaussures qui deviendront légendaires. Vous avez le nom en tête. Vous voyez de quoi je vais vous parler. Les fameuses Mercurial. Ces Mercurial, ils ont pas voulu les donner à tous les joueurs du Brésil parce qu'ils auraient peur que ça passe inaperçu. Donc tous les joueurs brésiliens avaient comme d'hab les chaussures noires, mais il y en avait qu'un qui avait ces fameuses Mercurial, c'était le Ronaldo Nazário. Et forcément, comme vous doutez, ils ont attiré l'attention pour cette Coupe du Monde 98. Et comme vous doutez, il n'y a pas que Nike qui a voulu marquer les esprits pour cette Coupe du Monde. Adidas ont aussi marqué un sacré coup avec Zinedine Zidane, qui portait les Predators. Et finalement, c'est Adidas qui gagnait cette campagne parce que c'est Zinedine Zidane qui souleva le trophée. Et dites vous-même qu'avant cette finale, Ronaldo Nazário ne devait pas jouer parce qu'il était blessé. Nike aurait forcé la sélection brésilienne à le faire jouer titulaire, même si le sélectionneur voulait pas parce qu'il était blessé, parce qu'il voulait absolument mettre en avant ses chaussures. Et finalement, Ronaldo Nazário a fait l'un des pires matchs de sa carrière. Ça a été un peu le karma de Nike. La Coupe du Monde 2002 a été aussi une sacrée révolution parce que désormais, on voyait tout type de couleurs de chaussures. Tout le monde s'était imprégné de ce nouveau matériel, donc ils pouvaient mettre des couleurs de tous les sens. C'était le LGBT des crampons. Puis pour la Coupe du Monde 2006, la mode LGBT a encore augmenté parce qu'on voyait presque plus de crampons noirs. Il y avait une discrimination des noirs. Donc il y avait une vraie bataille des couleurs. On peut le voir avec la photo des vainqueurs de la Coupe du Monde 2006. Il y en a un qui a les chaussures bleues, il y en a un autre qui a les chaussures rouges, il y en a un autre qui a les chaussures blanches. Pareil pour la France de Zinedine Zidane. On voit Zinedine Zidane qui a les chaussures jaunes, le Ribéry qui a les chaussures rouges, le Barthez qui a les chaussures noires, le Makelele qui a les chaussures blanches et rouges. Il n'y en avait aucun qui avait les mêmes. Et donc comme vous voyez, ils ont tous des crampons différents. Pourtant certains sont sponsorisés par la même marque. Et l'objectif des marques là, c'était de séduire plusieurs spectateurs. Alors comme ça paraît pas con, mais c'est quand même un petit peu con parce que ça réduit l'impact visuel de la marque. Ça devenait difficile de trouver quel joueur portait des chaussures Nike, d'autres des chaussures Adidas. On faisait plus la diff, mais on voyait presque plus de noirs. Alors je vous rappelle qu'à l'époque, on voyait que des noirs. C'est précisément pour cette raison que pour la Coupe du Monde 2010 apparaît un concept essentiel pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a tous beans de rose. C'est le concept du pack. Le principe est simple. Le but était d'unifier l'apparence des crampons portés par tous les joueurs sponsorisés par une même marque afin de créer une identité visuelle claire et homogène. Donc ça signifiait que tous les joueurs équipements de la même marque portaient les mêmes crampons. C'est pour ça que quand on regarde l'équipe de France de la Coupe du Monde 2010, on voit que les Scorpions ont les mêmes chaussures, que les Lions ont les chaussures Nike, que les Capricornes ont les chaussures Umbro. Pour la Coupe du Monde 2014, on a Adidas qui nous fait un sacré coup. Adidas lance le Battle
Pack, parfaitement visible de la sélection argentine avec des joueurs comme Martin Demichelis, Lavezzi, même Messi. Pour les Coupes du Monde suivantes, Nike et Adidas poursuivent la même stratégie d'unification. En 2018, Nike lance le Just Do It Pack et Adidas, eux, lancent le Energy Mode Pack. On a tout le temps ce duel avec toujours des crampons de plus en plus beaux, plus en plus voyants. En 2022, Nike présente le Génération Pack avec cet aspect un peu métallique, tandis qu'Adidas, eux, commercialisent le Al Rihla Pack. Vu que ça se passait au Qatar, ils ont fait un peu un nom arabe. Et ça a été un succès ces collections parce qu'elles étaient tellement différentes les unes de les autres que les gens kiffaient. Perso, pour mes fives, j'allais tout le temps acheter les derniers crampons. Je vais pas dire la marque parce que je suis pas sponsorisé. Mais le N, n'hésite pas à passer dans mes DM. Je dis ça, je dis rien. On avait tout le temps ce contraste, donc on pouvait pas se tromper sur la marque. Sauf qu'arrive 2026 où toute cette logique éclate. Je pensais qu'Adidas avait des espions pour aller voir ce que faisait Nike et qu'ils feraient pas la même couleur les cons. Parce que pour cette Coupe du Monde, Adidas lance le Glory Pack, Nike dévoile le Breakout Pack, Puma présente le Showtime Pack, New Balance sort le Pure Ambition Pack et Skechers commercialise le Sunset Pack où tous les packs se ressemblent. Alors de près ça paraît un petit peu plus évident, sauf que les crampons on les voit d'un petit peu loin, donc comment tu veux faire la diff? Le pire c'est vraiment pile le même rose. Il y en a un qui aurait pu choisir le rose foncé et l'autre rose clair. Là ils ont tous choisi le rose clair. Donc la question que vous vous demandez et qu'on va répondre, pourquoi ils ont tous choisi le rose? En réalité il n'existe pas de réponse évidente ni même de certitude. Désolé, j'étais pas dans les quiz pour comprendre. J'ai essayé de contacter les gars du développement marketing de Nike Adidas mais ils ont pas répondu les bâtards. Mais il y a plusieurs indices qui nous montrent comment ils en sont arrivés là. Ce qu'ils veulent le plus c'est avoir le plus de visibilité, marquer le coup. Ils veulent qu'on voit bien leurs chaussures, qu'elles sautent aux yeux. Et le meilleur contraste avec le vert, c'est évidemment le rose. Donc notre regard est naturellement attiré vers cette couleur. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun équipementier qui porte du rose. Donc le rose permet de faire ressortir la chaussure avec n'importe quel équipementier. Par rapport au maillot, par rapport aux shorts. Parce qu'en plus d'avoir la guerre contre les chaussures, ils ont aussi la guerre avec les maillots et les shorts. Ça se bataille. Le deuxième élément de ce choix, c'est sûrement aussi la manière dont les gens perçoivent le rose dans notre cerveau. Par exemple, souvent dans mes minias, je choisis le rouge. Parce que naturellement, vous êtes plus attiré par le rouge. Et je vous nique un peu avec ça. Et je vous le dis, c'est bon, maintenant que vous le savez, on peut rester quand même copains. Mais le rose, même si avant, c'était considéré comme une couleur trop voyante pour les consommateurs, à l'époque, on aurait du mal à porter du rose. Ça faisait aussi un peu féminin, sans être féministe. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je vois des gars porter du rose, même s'ils sont pas homo. C'est largement accepté parce qu'il s'agit d'une chose. Le directeur de Nike, Odingano, l'avait même très bien expliqué ça. Dans une interview, il avait dit ce qu'on entend constamment de la part de nos consommateurs et de nos athlètes, c'est que lorsqu'on porte une couleur aussi forte et aussi brillante que le rose, faut être suffisamment bon pour l'assumer. En même temps, le niveau d'acceptation du rose a énormément progressé. C'est plus une couleur niche, elle s'adresse désormais à un public mondial. Je suis pas sûr que les gamins disent maintenant, oh, tu portes du rose, t'es une fille. Je pense que c'est accepté. Ou je dois retourner dans les écoles maternelles, je dis peut-être des conneries. Mais le problème avec ça, c'est qu'il n'y avait pas que le directeur de Nike qui pensait ça. Tous les autres directeurs pensaient ça aussi. Et c'est ça qui a choqué tout le monde, c'est qu'ils ont pris la même décision. Je pensais vraiment qu'ils avaient des infos sur les concurrents avec des espions. Sauf que non. Il y a une explication très solide de ce choix. C'est que toutes ces marques travaillent avec la même agence spécialisée dans les tendances de consommation parce que toutes ces marques, elles analysent toutes nos tendances. On est espionné de A à Z. Ils regardent tout pour nous faire bien raquer. Et la meilleure agence dans ce domaine, c'est WGSN qui en plus de comprendre les comportements de consommation d'aujourd'hui, elles analysent celles de demain. Donc ça permet aux marques de se préparer avant. En 2024, WGSN, ils avaient prévu que le fuchsia serait la couleur à la mode en 2026. Alors on sait pas si toutes ces marques ont toutes eu la même info, mais ça me paraît quand même fort probable. Pour moi, c'est l'argument le plus solide. Il est impossible de le savoir avec certitude, on ne le saura jamais de façon qu'ils vont pas nous dire tout leur process. Et vous dites sûrement, ils sont un peu cons Nike Adidas. Moi, je vais trouver la solution pour remédier à ça. Au lieu de mettre des crampons roses, mettez des crampons bleus. Et c'est bon, vous faites la diff. Sauf que c'est pas si simple que ça, comme vous doutez. Si c'était aussi simple, ils l'auraient fait. Parce qu'une fois que la validation de la direction artistique est acceptée, on peut plus revenir en arrière. Même si en cours de route, une marque découvre que les autres concurrents ont choisi la même couleur. Je vous rappelle que la Coupe du Monde, ça ne dure qu'un mois et demi. Donc ce serait pour ça qu'on a eu ce problème. À qui ils ont eu le problème, moi c'est pas mon problème perso, mais ça doit quand même faire sacrément chier d'avoir dépensé autant pour être comme les concurrents. On se souviendra pas d'une paire iconique dans ce mondial 2026. Finalement, les choses qui ressortent vraiment, c'est celles qui sont personnalisées pour les GOAT, comme celle de Messi, qui permet de se différencier des autres. On a évidemment des exceptions qui sont fascinantes, c'est celle d'Olysée, parce que dans une Coupe du Monde où toutes les marques cherchent à contrôler les crampons des meilleurs joueurs, le moindre détail, le moindre logo, on a Michael Olysée qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle et qui lui est à contre-courant. Parce que lui, il a les Hyper Venom, c'est le seul. C'est un modèle qu'il adore, mais sauf qu'il est pas payé pour les porter. Il les porte gratuitement. Ils ont aucun intérêt à les mettre en avant. Faut savoir qu'Olysée, il a aucun contrat avec aucun équipementier. Ce qui à ce niveau est presque incompréhensible. Parce que vous imaginez même pas l'argent qu'il refuse là. Il pourrait toucher des millions juste pour des shoes. Dites-vous que le contrat de Neymar est estimé à des dizaines de millions d'euros. Pareil pour Mbappé, ils se font des couronnesses en or, mais lui préfère choisir la liberté de choisir ses chaussures. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est à ce niveau. Finalement, cette guerre de la Coupe du Monde 2026, je pense que c'est Adidas qui l'a gagné. Parce qu'avec des crampons où tout se ressemble, ses chaussures touchent le
ballon qui est sponsorisé par Adidas, donc ça met encore plus en avant le ballon. Et c'est pour ça que je pense personnellement, même si j'ai aucune expérience dans le marketing sportif, je pense que le meilleur choix des marques aurait été choisir le noir. Parce que là, ils auraient vraiment fait la diff et ils auraient créé ce sentiment de nostalgie. Cette couleur qui restera à jamais pour les passionnés de football. Donc comme je vous dis, s'il y a certaines marques qui regardent, n'hésitez pas à en faire un petit consulting, contactez-moi en DM sur Insta, je vous ferai un tarif cool, 1 million de rollers, je sais que vous avez le budget. C'était Tips, c'était un plaisir, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vois que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais vous êtes très peu à vous abonner. Donc n'hésitez pas, ça mange pas de pain, c'est gratuit, hein. C'est pas payant. Je mords pas les gars. Et si vous êtes restés jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter Vache Rose. Seuls les vrais comprendront.